Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir une dame, je vais dire une grande dame. Madame Delphine Nana Né Mekounté, c'est cette grande dame que nous recevons dans le cadre de Plein Écran. Depuis 3 décennies, Madame Nana Delphine sillonne le monde dans les activités liées à l'émancipation de la femme. Elle a parcouru presque le monde entier. Aujourd'hui, dans le cadre des conférences organisées par les Nations Unies, elle continue cette activité. Elle parcourt toute l'Afrique. Madame Nana, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous les spectateurs de HTV. HTV. Ouais. HTV. Alors, lorsque vous vous promenez dans la rue, vous avez le sentiment d'être une femme très connue. Si on peut dire ça ainsi, par rapport au chemin parcouru, parce que quand on a fait du chemin, fatalement, on vous connaît. C'est peut-être cette impression que j'ai, parce que j'ai eu le privilège non seulement de participer à plusieurs événements, tant au niveau local, national, que international et mondial. Alors, c'est ce sentiment que je peux avoir. Vous avez une charge intellectuelle, vous avez une licence en sociologie, option population et développement, ça vous confère quelques disponibilités pour pouvoir parler à l'aise de la femme. Il faut le dire, c'est pour encourager ceux qui pensent qu'il faille suivre un parcours académique à partir de l'école primaire jusqu'à... Je suis de ceux qui sont parmi les autodidactes, c'est-à-dire après avoir interrompu par une maternité précoce, commençant à travailler, pensant que la vie ne s'arrête pas là, qui repart à l'école et puis qui devient ce que je suis aujourd'hui. C'est pour dire aux uns, aux unes, aux uns et aux autres que rien n'est perdu. Une maternité ne peut pas faire penser que sa vie s'est arrêtée. Je suis passé par là et je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors quand on doit vous présenter, on ne sait pas par quoi commencer, tellement vous avez des casquettes sur votre tête, vous êtes parti du mouvement associatif au TIC et vous faites un peu de tout. Alors on peut commencer par l'angle par lequel vous êtes la plus connu, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. Alors, prenons une période. En France, dans les années 70, il y a un mouvement qui est créé par une avocate, Maître Gisèle Halimi. Elle crée ce qu'on a appelé le MLF, Mouvement de libération de la femme. On pense, pour nous autres qui avons suivi l'évolution de ce mouvement, ça a été un mouvement catalyseur, n'est-ce pas, de l'émancipation de la femme. Et ça a pris des ailes, ça s'est gangréné, au point où, aujourd'hui, on parle de l'équilibre des femmes avec des hommes dans les gouvernements, dans les parlements, dans les entreprises. Et puis, on parle aussi du leadership féminin. Sur ces 3 aspects, où est-ce qu'on peut vous situer? Alors, je vais faire une petite précision. Oui. Il faut dire que la femme, de manière générale et au niveau mondial, ne s'inspire pas de ce mouvement ou bien cette initiative de cette MLF. De cette française. Aujourd'hui, je crois que l'émancipation de la femme part de revendications salariales par la journaliste allemande Clara Zetkin en 1910. Et c'est de là où nous parle même la Journée internationale de la femme. Et vous savez qu'à partir de cette réclamation des socialistes dans les usines textiles à New York pour les revendications salariales, c'est là où les Nations Unies ont décidé de créer une journée pour la femme. D'où l'organisation des conférences mondiales des Nations Unies pour la femme. Je crois que la première édition a eu lieu à Copenhague et la deuxième édition a eu lieu en Nairobi. C'était en 1906, je crois. Voilà.
Et je veux parler de celles que je connais mieux, parce que je n'ai pas été en Namibie en 1984, mais j'ai été à Beijing, où j'étais même parmi presque la pied de maîtresse au Cameroun, aux côtés du gouvernement, parce que c'est moi qui coordonnais, qui était la coordinatrice des ONG et associations féminines déléguées à participer à ce grand rendez-vous mondial. Moi, je crois que cette conférence a boosté les mouvements féminins. Je prends l'exemple de notre pays. Cette conférence nous a permis de nous asseoir autour d'une table. Vraiment, quand j'en parle, je vois des avancées. Parce que quand on a commencé à organiser cette conférence, il n'y avait pas cette prolifération d'associations féminines. C'était quelques associations. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont les luttes. Peut-être la française, comme vous l'aviez indiqué, a dû apporter son édifice, c'est-à-dire quelque chose à cet édifice, mais je dis ce qui a boosté, ce qui a mobilisé, ce qui a rassemblé les femmes autour de leur émancipation, c'est dans cette conférence. Cette conférence de Beijing qui a eu lieu en 1993. À 84. Et puis ça a boosté le leadership féminin. Je prends mon cas propre. Quand on a eu le privilège de parler devant des milliers de personnes, ce n'est pas du retour de ton pays que tu auras des problèmes pour parler, je ne sais pas dans quelle instance. Je prends la parole à Beijing. Hormis Beijing, j'ai eu, je crois que mon leadership féminin part de là. Parce que ça a renforcé mes capacités managériales. Quand les Nations Unies organisent en même temps la conférence mondiale des Nations Unies, non, le sommet mondial sur la société de l'information, qui était multi-acteurs, c'est-à-dire les États, le secteur privé et la société civile, où j'ai eu le privilège de représenter l'Afrique au Bureau mondial, l'organisation de ce sommet, où à partir de ce sommet, j'ai eu le privilège d'être élu, parce que le sommet en fait avait lieu en deux phases. La première phase a eu lieu en Genève en 2003 et la deuxième phase à Tunis en 2005. En 2003, je suis élue la présidente sur un mouvement, ce qu'on a appelé African Civil Society, for Information Society. C'était une impulsion de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique. Oui. Alors, je suis élue à Genève comme présidente pour l'Afrique centrale. 2 ans après, avant ça d'ailleurs, on se retrouve au Ghana. Je suis élue pour représenter l'Afrique au Bureau mondial de l'organisation de ce sommet. Et en 2005, toujours, je ne sais plus si c'était en novembre, j'ai été élue la présidente panafricaine. Avant cela, Madame Delphine Nana, vous rentrez de Beijing en 1993 voilà. Et vous avez fait un travail de journaliste parce que vous sortez un livre qui est édité par l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé. Votre livre, au titre de Yaoundé, Beijing Yaoundé, c'est un ensemble de notes que vous prenez depuis le départ de Yaoundé jusqu'au retour. Yaoundé, Beijing, Yaoundé. Quelles sont ces notes-là? Qu'est-ce que vous avez relevé dans ce livre? Il faut dire que ce n'était pas un essai, ça il faut le dire. C'était un compte rendu édité, et ça je profite d'ailleurs pour te remercier. Merci. Comme en tant qu'éditeur, avec Zogo, comment Félix Zogo, le professeur Félix Zogo. Oui. Aujourd'hui, parce que je ne sais pas si c'est parce que à l'époque, je côtoyais les STIC, que j'ai eu ce privilège d'être accompagné par les éminents enseignants de l'ESTIC, en la personne de vous-même et le professeur Félix Zogo, qui ont édité cet ouvrage. Alors, pour revenir dans... au contenu de l'ouvrage. Les notes partent avant, pendant et après Beijing. Il était question d'informer ceux qui n'étaient pas là de ce qui s'est passé dans toutes ces 3 étapes. Avant, pendant et après Beijing,
C'est pour ça que nous avons eu l'inspiration de faire cette publication. Et Dieu merci qui a fait écho, parce que nous avons eu le privilège, lors de la présentation de cet ouvrage, cette cérémonie de dédicace avait été présidée par Madame Yahweh Aïssatou, ministre à l'époque ministre de la condition féminine. Donc, Affaires sociales et conditions féminines de l'époque. Vraiment, ça, c'était un privilège qui regroupait l'ambassadeur de Chine, parce qu'en fait, la conférence était à un parterre de personnalités au Cameroun. Je crois que si ça avait été aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette chance-là. Parce que les gens se sont mobilisés autour de cet ouvrage. Donc, pour résumer, ce n'était pas un essai, c'était un compte rendu édité pour permettre à ceux qui n'étaient pas en Chine, à Beijing, d'avoir vécu Beijing à distance. Si c'était aujourd'hui où les technologies sont avancées, ils auront eu ce ouvrage, même en image. Malheureusement, c'est vrai que nous avons parlé des TIC à Beijing, mais ce n'était pas à la portée de tout le monde comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la conférence de Beijing, quels sont les points saillants que la conférence de Beijing a apporté au Cameroun dans le mouvement féministe? Quels sont les aspects les plus marquants? Il faut dire que le mouvement de Beijing avait retenu 12 points critiques. Et je pense que le Cameroun ayant ratifié un certain nombre d'instruments internationaux, je pense que tous les domaines critiques ont été pris en compte au Cameroun. Il y a déjà qui a la politique genre, il y a son plan de mise en œuvre. C'est que je pense comme avancée. Il y a des avancées sur tous les domaines. En tant que point saillant, c'est l'éducation. Parce que le Cameroun a atteint la parité au niveau de l'éducation. On ne peut plus dire aujourd'hui que les jeunes filles vont à l'école, les jeunes filles, non. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les statistiques... C'était déjà le cas, Madame Nana, en on voit les statistiques, 1993, c'était déjà le cas. Non, quand on voit les statistiques, il y a déjà la parité au niveau de l'éducation. C'est-à-dire, les jeunes filles vont autant à l'école. Il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus de discrimination en ce qui concerne l'éducation. Moi, je pense que ça, c'est déjà un point positif et saillant. Et au niveau de la participation aux activités gouvernementales, par exemple, alors, je suis en train d'en venir parce que tout le monde, c'est ce que nous parlons tous, c'est ce que nous déplorons tous, et même jusque-là, il y a des avancées. Il y a des avancées en ce qui concerne l'accès des femmes à la prise de décision. Ce n'est pas encore ça, mais ce n'est plus comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a tout de même des avancées. On peut résumer en disant, beaucoup est fait et beaucoup reste à faire. Nous tendons encore la main. D'abord, dans tous les discours de le chef de l'État, il est encore dit hier, comme on dit, c'est-à-dire que d'ailleurs, depuis son accession à la magistrature suprême, il a signé un pacte de confiance avec les femmes. Et nous pensons que, comme il a redit hier, il va sceller ce pacte avec les femmes, où il y aura une entrée massive, ne disons pas massive, parce que nous voulons le 50-50. Mais qu'est-ce qui constitue les freins, les blocages, ces freins-là? Nous avons des pays qui étaient aussi représentés à Beijing. Je voulais parler du Rwanda, je voulais parler aussi du Ghana, qui sont passés à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui constitue ces freins, selon vous, au Cameroun? Comme on a dit, le Cameroun a pu ratifier certains instruments, mais peut-être voter certaines lois, parce qu'il faut le dire, il n'y a aucune loi qui discrimine la femme au Cameroun. Mais nous avons un problème d'applicabilité. Nous avons un problème d'applicabilité. Il y a des lois, il y a des mesures qui sont énoncées, mais il faut les appliquer. Aujourd'hui, quand on dit il faut l'accès des femmes à la prise de décision, mais quand on voit la réalité, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est par exemple la parité. C'est vrai que cette parité doit être encadrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que le fait d'être une femme n'est pas un critère électif
Ça veut dire que c'est pas parce que tu es une femme qu'on doit te mettre députée. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir les compétences. Il faut avoir l'efficience. C'est-à-dire que l'homme qui est en face de toi. Moi, j'ai dit, nous voulons la parité, certes, qu'à un moment donné, mais il faut que cette parité soit encadrée par certaines mesures. C'est pas parce que tu es une femme que fatalement, mais il faut que cette femme ait des compétences, soit efficace, que l'homme qui est en face d'elle. C'est l'un de vos combats. Vous avez créé un centre de formation professionnelle uniquement réservé aux femmes. Oui, parce qu'il faut renforcer leur capacité. Aujourd'hui, vous faites le bilan. Il faut renforcer leur capacité. Parce que je le dis aussi, le problème, on a relevé un problème d'applicabilité par rapport aux lois. Parce que rien ne peut s'avancer sans la volonté politique. C'est pour ça que nous pensons que les lois sont là, certes, mais il faut les appliquer. Là, les tests d'application, mais il faut les mettre en œuvre, tel que c'est défini. On crée les centres de formation. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est peut-être la volonté politique, mais le problème, c'est la femme elle-même aussi, dont les responsabilités sont partagées. Quand j'ai dit souvent aux femmes, je prends l'exemple par exemple, on va revenir par exemple peut-être sur un certain nombre des initiatives que j'ai prises pour le renforcement des capacités des femmes pour atteindre leur leadership. Mais je vais partir des postes électifs. La femme représente 52%. Elle n'a pas été la dernière élection présidentielle. Moi, j'ai dit quand la femme... Votre parti n'a pas présenté... Moi, j'ai dit la femme. Il ne faut pas qu'on parle tout simplement de nombre. Nous sommes nombreuses, plus nombreuses que les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme décide de plébisciter un candidat, quel que soit le poste électif... Il sera élu. Elle sera élue. Et je vais dire, il ne s'agit pas pour nous de créer un monde de femmes, où le monde où les femmes domineraient les hommes, mais un monde d'hommes et de femmes en tant que partenaires égaux en droit et en devoir. Donc si les femmes décident de plébisciter un candidat en tant que masse nombreuse, elles en feront elles auront n'importe quel poste en ce qui concerne les postes électifs. Alors je vais vous dire, elles ne le feront jamais. Alors vous avez dit que l'entrée à l'école, la formation depuis 1993 et même peut-être avant, elle n'est plus sélective, mais qu'est-ce qui fait que la compétence au niveau féminin n'arrive pas à éclore complètement? Est-ce que le problème c'est la confiance en elle? Les femmes n'ont pas confiance en elles. Est-ce que la femme a confiance en elle-même? Ça, c'est un problème fondamental. Je le dis en tant que femme aujourd'hui qui décide, une femme qui décide de promouvoir la femme, ne cesse que par un organe de communication. C'est vrai que je suis dans une chaîne de télévision, nous ne sommes pas des adversaires, on devrait être des partenaires. C'est pour ça que je peux parler de Genders TV. Quand j'ai créé Genders TV il y a 5 ans, je me suis dit, voici un organe de communication créé par les femmes et pour les femmes qui leur permettent de s'exprimer. Alors, j'espère que, je ne sais pas si vous pourrez avoir les femmes qui vont vous accepter des interviews, hein. Elles ne sont pas très nombreuses. Ça veut dire que je crois qu'elles ont encore un problème elles se rétractent un peu devant ces projecteurs. Ce n'est pas évident. Moi, je dis que ce n'est pas évident parce que je suis devenue perroquet après plusieurs années. Comme Admat Mbota, avec qui je suis passée dans une émission à la CRTV l'autre jour, elle se rappelait encore de ma première émission en direct dans le journal de 20h en tant qu'invitée. Alors, ce n'était pas facile. Il a fallu qu'on m'entraîne. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Invitez-moi dans n'importe quelle chaîne de télévision, je viendrai parler. Je sais que c'est un début, c'est pour ça que j'ai dit il faut encourager les femmes dans d'abord l'accès à l'information. Alors, l'accès à l'information, ça va leur permettre d'avoir courage en elles-mêmes, d'avoir la confiance en elles-mêmes. Mais cette formation, vous aurez pu l'intégrer comme module à CEFREPOD. Vous n'avez pas
amener les femmes à se libérer, à s'exprimer, à ne pas avoir peur des caméras et des projecteurs? Peut-être que ça va venir, mais ça s'est passé dans un autre monde. Je me souviens, en 2014, ONU Femmes m'a envoyé au Mali pour justement animer une conférence pour les femmes et les jeunes filles sur leur leadership féminin. Parce que c'est ce que j'appelle la confiance en soi, c'est l'un des modules de leadership féminin. Parce que la première mesure, c'est la confiance en soi. Parce qu'en fait, on n'est pas leader tout seul. Tu ne peux pas te lever, tu dis que tu es leader. Tu es leader parce que tu as des gens derrière toi que tu soutiennes, parce que tu impulses, parce que tu peux donner des orientations. Tu ne peux pas rester dans ton chambre et tu dis je suis leader. Je disais au début de cet entretien que sur votre tête, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de technologie, information et communication antique. Vous êtes membre du conseil d'administration du bureau réceptif CM, le réseau des professionnels de télécommunications. Vous êtes membre du cercle concertation des secteurs de télécommunications de TIC. Vous êtes membre de l'unité de coordination du comité de préparation des conférences internationales du secteur de télécommunications. Alors, là, nous sommes dans les télécommunications, nous sommes dans la communication, vous êtes présente partout. Quel a été aujourd'hui votre constat sur la pénétration des femmes dans ce secteur-là? Alors, c'est d'ailleurs mon combat, et ça, je continue à le faire. Et je continue à le faire parce qu'en fait, il y a vraiment une fracture. Une fracture numérique. Quand je parle du facteur numérique, il s'agit des disparités des hommes et des femmes dans le secteur des TIC. Mais quand on voit des femmes qui manipulent le téléphone Android, qui manipulent leur appareil, les tablettes, vous avez le sentiment que... Non, moi je dis dans tous les secteurs, il y a des avancées. Je vais vous dire, d'abord j'étais en train de vous dire que je suis invitée à Dakar par le ministère de l'intégration africaine, de NEPAD et de la francophonie, qui organise justement une conférence dont l'un des ateliers porte sur la francophonie, l'information, la communication, elle était ici, à l'ère du numérique. Qu'est-ce que je leur ai proposé? C'est parler de la fracture numérique du genre dans ce secteur-là. Parce que quand vous avez une chaîne de télévision, quels sont les postes où on trouve beaucoup plus de femmes? La présentation. La rédaction de HTV est en majorité féminine. Vous êtes combien? Il y a combien de chaînes de télévision comme ça? Il y a combien? Mais je dis il y a des avancées, mais la plus grande population de femmes, ce n'est pas dans les grandes métropoles, comme Yaoundé Douala, c'est dans les zones rurales. Alors, s'il faut intégrer toutes les femmes, moi je dis les technologies, le télécom reste en majorité aujourd'hui une histoire d'hommes. C'est pour ça que le combat continue. Moi je veux dire, j'essaie de retracer le parcours. Le ministère de télécommunications est dirigé par une dame au Cameroun. L'agence antique est dirigée par une dame au Cameroun. Non, l'agence est dirigée par un homme. Est dirigée par un homme, le ministère peut-être est dirigé par une femme. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Elles sont combien comme ça? Les ministères de souveraineté. C'est-à-dire, je parle des postes comme un ministère de souveraineté. La plupart des ministères, c'est quoi? Conditions féminines, affaires sociales, secrétaire d'État. Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas une femme à la défense, comme dans d'autres pays? Pourquoi on n'aurait pas une femme, par exemple, au MINAT, comme dans d'autres pays? Pourquoi on n'aurait pas? Alors, pour revenir justement dans les TIC, parce que, en fait, c'est devenu mon domaine de prédilection. J'entre donc dans ce processus du sommet mondial sur la société de l'information. Je vous ai dit les étapes que j'ai parcourues, où j'ai même été membre de la fondation du Fonds mondial de solidarité numérique qui avait été mis en place par le président Ouad, avec qui j'ai cheminé pendant qu'il était chef d'État, alors le président Toumani Touré.
Parce qu'il est question, en fait, c'est-à-dire, je me suis dit peut-être que j'ai atteint ce niveau-là, au plan mondial, peut-être parce que j'étais une femme. Il fallait qu'on voit quand même. Et ce n'est pas, on ne veut plus qu'on dise que parce que c'est une femme. Moi, j'ai fait du chemin. Je leur ai dit, j'ai des compétences. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question que je ne sois pas à tel poste ou à tel poste parce que je suis une femme. Je vous dis, tous les postes que j'ai occupés au plan mondial et international, j'étais la présidente, si on peut dire ça ici, et les hommes étaient sous ma responsabilité. Sous votre responsabilité. Et c'est vrai. Étaient sous ma responsabilité. Parce que c'est au plan international. Et j'ai marqué mon passage. Je vais vous dire, malheureusement, je n'ai pas apporté, j'ai marqué mon passage quand j'ai fini mon mandat à Sharm el-Sheikh parce que je laisse ACSIS, African Civil Society, for the Information Society, à Sharm el-Sheikh où j'ai organisé un atelier et mon assemblée générale. J'ai eu des lettres de félicitations où les uns et les autres disaient « Grâce à toi, notre organisation a pu atteindre ce genre d'apothéose. » Alors, cette réputation que vous avez au plan international vous a amené à parcourir pratiquement toute l'Afrique. Dans votre brève expérience, comme vous dites, dans le domaine de la promotion de la femme, vous êtes membre d'une vingtaine d'associations, vous avez eu une trentaine de participations aux journées centenaires, aux journées de la femme. Et qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment que à l'international, on vous valorise beaucoup plus que chez vous au Cameroun? Alors, vous venez de parler par le centenaire du 8 mars. Je vais vous dire quelque chose. La preuve, vous m'avez invité. Je n'ai jamais appelé un organe de médias pour dire est-ce que je peux passer maintenant. C'est toujours, que ce soit Canal 2, que ce soit la CRTV, vous-même, c'est toujours on m'invite. Je parle par exemple, vous avez parlé du centenaire du 8 mars qui a eu lieu en Belgique en 2008, où j'ai eu à mener une délégation du Cameroun. Il y avait d'ailleurs une journaliste chevronnée dans ma délégation, dont Barbara et toi, qui était dans ma délégation. Je parle d'elle parce qu'elle est la plus connue de toutes les femmes qui étaient dans cette délégation. Quand les femmes, les Belges, décident d'organiser ce centenaire du 8 mars, ça s'est passé à Liège, dans la ville de Liège, en Belgique. À Liège. Elles m'ont contacté pour dire, nous voulions que tu fasses partie du comité scientifique pour le compte de l'Afrique. Moi, je n'ai pas hésité, et c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont donné le privilège d'amener une délégation à Liège. Ce n'est pas tout. Je représente aujourd'hui au Cameroun le réseau mondial des femmes leaders. C'est un réseau, donc le siège est à Clermont-Ferrand, en France. Et j'ai le privilège parce que, en fait, elle est déjà officielle, j'ai un arrêté ministériel qui nous donne l'autorisation de fonctionner au Cameroun. Donc, il y a un certain nombre bon, peut-être à l'époque, j'étais dans beaucoup d'associations, mais non, je n'ai plus beaucoup la force nécessaire surtout les voyages. Hein, j'ai mis beaucoup de bémol pour les voyages. J'ai fait des voyages beaucoup plus, je ne dis pas que les autres voyages n'étaient pas utiles, mais j'ai fait aujourd'hui des voyages beaucoup plus utiles. Un peu comme je pars quand vous m'invitez, on m'invite comme je vais maintenant vers la francophonie. À Dakar, là je pars parce que je sais que j'ai fait une communication pour le domaine qui est le mien, c'est-à-dire je vais faire une intervention sur la fracture numérique du genre dans la communication, dans les médias, dans l'information, parce qu'il faudrait faire des recommandations à la francophonie qui m'invite pour voir comment est-ce que ça peut apporter le changement. Je sais qu'à partir depuis Beijing, beaucoup de femmes journalistes se sont retrouvées dans les réseaux. Ça booste, mais en tant que leur grande sœur et puis j'ai un organe audiovisuel, il n'y a pas de raison que je reste en retrait en ce qui concerne la communication, l'information et tout cela.
Alors, vous avez pris part à un colloque qui a été abondamment médiatisé. C'est au thème de femmes, leadership, développement, un regard prospectif du 21e siècle. Il a été organisé par le ministère de la Condition féminine à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez dresser un petit bilan. Qu'est-ce que ça a apporté comme amélioration dans la participation des femmes au leadership et au développement? Oui, je pense que en termes de leadership féminin, déjà les institutions, le ministère de la promotion de la femme, en l'occurrence, en fait son cheval de bataille, autant que des organisations comme la mienne. En termes de résultats, je pense qu'il y a des résultats. Je vais toujours revenir par moi parce que je ne peux pas je peux parler des autres. Mais quand je pense, la plupart des femmes avec qui j'ai cheminé, il y a quelque chose qui me fait un pincement au corps. Et pour ça qu'à un moment donné, j'avais arrêté de parler, pas arrêté, j'ai toujours un pincement quand je parle de la promotion de la femme au Cameroun. Parce que la plupart des femmes avec qui nous avons cheminé, de mon époque, parce que moi je suis d'une autre époque, de mon époque, c'est-à-dire celles qui sont parties des années 95, 93, avant 90, la plupart nous ont dévancés pour l'éternité. Et c'est avec celles-là que j'ai cheminé. Et elles ne sont plus là. À ça que j'ai eu les larmes aux yeux, parce que je vois notre parcours, je vois tout ce qu'elles ont fait, elles auraient dû être là. Je vais vous dire, moi je suis la maman du 8 mars, ça je le dis, je le redirai toujours. Je suis la maman du 8 mars. L'une des mamans du 8 mars. Au Cameroun. Au Cameroun. Parce que quand on décide de défiler là au boulevard du 20 mai, nous n'étions pas 100. Madame Yaou, qui allait, parce que chaque année, c'était à New York, le statut pour la promotion de la femme. Quoi, ça se situe entre février et début mars. Elle n'était pas là. Donc on a défilé, c'est le ministre Joseph Ogouna, il est encore vivant, qui nous avait aidés, qui nous avait accompagnés, en l'absence de la ministre de tutelle, à présider ces défilés-là. Nous n'étions pas 100 au boulevard du 20 mai. Ça, je n'oublierai jamais cette image. Je voyais les femmes camerounaises vaguer à leur occupation. Dans l'indifférence totale. Non, dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale, nous n'étions pas 100. Bien évidemment, j'étais devant. Avec quelques dames du ministère, nous étions devant. Et à l'époque, les femmes des ministères nous appelaient des activistes. Parce que quand on parle d'activistes, certains pensent que c'est... C'est péjoratif. C'est péjoratif. Non, nous sommes des activistes. Moi, je suis plus activiste. On n'a pas honte à dire que on est féministe. Moi, j'ai toujours dit, si défendre les droits de la femme veut dire qu'on est féministe, oui, je suis féministe. Parce que je défendrai toujours les droits de la femme. Aujourd'hui, je les défends beaucoup plus dans les domaines des télécoms, TIC et numérique, c'est-à-dire sur la réduction de la fracture numérique du genre. Je le ferai toujours. Donc, la fracture numérique entre le monde occidental et l'Afrique est une bien fracture sûr, numérique à l'intérieur des pays. C'est pour ça que j'ai souscrit en disant la fracture numérique du genre. Mais il y a la fracture numérique géographique. Donc, entre les pays, comme vous dites, ça c'est une fracture numérique géographique. On parle du genre, donc les hommes et les femmes. Là, c'est le genre. Il y a une fracture linguistique, par exemple. Donc, moi, j'ai dit, on aura toujours... comment est-ce que je... C'est-à-dire, dire que... Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous étonner. Je ne suis même pas invitée dans le 8 mars. Hein. Vous êtes la mère du 8 mars au Cameroun. Je ne suis pas invitée, s'il te plaît. Est-ce qu'on a besoin de vous inviter? Une fois, j'ai failli, moi je le dis. Hein. Une fois, on m'envoie un billet. Je me pointe avec mon chauffeur. On dit non, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas. Votre place est là-bas. J'ai fait demi-tour. Quand je pense comment nous on a souffert, je vais vous dire, il y a quelque chose que le devoir de mémoire. Ça, j'invite les Camerounais
J'invite le gouvernement camerounais, j'invite le peuple camerounais à un devoir de mémoire. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être présidente du réseau Femmes Leaders pour être leader. Pourquoi on en est arrivé là? Il y a une récupération du 8 mars, ça n'appartient non, plus. Attends, à l'époque, c'était une histoire des activistes qui devaient accompagner le ministère de tutelle. Maintenant, ce n'est plus une histoire des activistes. C'est devenu une histoire des ministères dont on doit donner le pain pour venir. Les pauvres femmes. Moi, je dois acheter mon pain pour aller au 8 mars. Mais les autres, on leur donne le pain gratuitement. On leur donne l'argent pour coudre. On leur donne l'argent. J'ai dit le 8 mars, c'est d'abord un mouvement qui a été impulsé par les activistes, c'est-à-dire la société civile, qui était devant, qui accompagnait le ministère. Est-ce que vous ne pouvez pas, Madame Nana, est-ce que vous ne pouvez pas continuer le combat pour récupérer votre 8 mars, que le 8 mars sorte des ministères pour redevenir un mouvement des activistes? Mais non, on ne peut pas parce que, en fait, si on l'a fait à l'époque, d'abord, le Cameroun a ratifié un certain nombre d'instruments et la société civile n'élabore pas les politiques. Elle se greffe aux politiques, élaborées par les États. Donc la société civile ne peut pas dire, c'est nous, quand je dis la mère, ça veut dire que c'est nous les activistes qui étions devant. Un peu comme on est allé à Beijing. Je vais vous dire quelque chose qui m'écoeure. Nous, à notre époque, on ne savait pas que l'argent existait. L'argent des taxis existait. Vous m'avez demandé de venir ici. C'est cet esprit qui est resté. Je ne vous ai pas demandé, je ne vous ai pas dit que je n'ai pas l'argent de carburant pour venir. Je dis, à partir du moment où je vais venir parler et peut-être passer un message, je n'existe pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas réunir les femmes, même pour un séminaire. Elles vont te demander l'argent du taxi. C'est pas normal. Tu viens apprendre que tu t'appropries des connaissances et tu demandes qu'on te paye. Moi, je dis c'est pas normal. Peut-être que c'est les décideurs qui encouragent ça. Nous, on n'avait pas. Je vais vous dire, quand on allait à Beijing, on a passé la nuit au sol. 3 jours à Douala. Dans les vols qui n'arrivaient pas et tout et tout. Quand on préparait Beijing, les gens pensaient qu'ils travaillaient au MINPROF. Minascope à l'époque. Les gens pensaient qu'on travaillait là-bas. Parce qu'on était là matin, midi et soir. Pire encore, moi qui coordonnais. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des changements qui sont peut-être positifs, pour certains qui diraient aussi négatifs. Parce que quand aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se sacrifier pour l'acquisition de ses connaissances, moi je dis un problème. L'argent est passé par là, l'argent a tout changé, les modes de comportement c'est ça sont qui fait modifiés. C'est ça qui fait qu'on reste en arrière. C'est ça qui fait qu'il y a un problème. Quelles sont vos relations avec l'UNESCO dans le cadre de vos activités féministes? Vous avez des relations de promotion, d'encadrement avec l'UNESCO? Avec l'UNESCO. Alors, l'UNESCO, la dernière fois que j'ai travaillé avec l'UNESCO, je crois que c'était en 2015, parce que c'est justement dans le cadre des Gender Civil, parce qu'ils ont organisé leur première assemblée générale, ce qu'ils ont appelé GAMAC. Je crois que c'est Alliance globale sur le genre et je crois la communication. Ils ont organisé leur assemblée générale de GAMAC à Genève en 2005. C'est-à-dire sur le genre et la communication. J'ai été invité. Et est-ce que peut-être que je saurai ça quand je serai à Dakar, parce que la représentante pour l'Afrique était une Sénégalaise sur ce réseau. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup dans le cadre de nos activités, mais non, pas beaucoup. Mais je sais qu'en 2005 aussi, j'ai été accompagnée par l'UNESCO parce que j'ai organisé un séminaire au Cameroun, un colloque au Cameroun, sur la préparation de la deuxième phase du sommet mondial sur la société de l'information. Ça, c'était au Hilton, avec l'appui de l'UNESCO, de l'ambassade de Tunisie, parce qu'en fait, cette deuxième phase devait se tenir en Tunisie. Donc la Tunisie a pris une part très active à l'organisation de ce colloque.
qui était sous le patronat du ministère des Postes et Télécommunications. Alors, on parlait de vos casquettes tout au début, on en parle encore. On connaît votre positionnement dans le cadre d'émancipation de la femme, votre implication dans l'évolution de TIC au Cameroun. Vous voulez casser la fracture numérique en ce qui concerne les genres. On connaît aussi votre implication dans les activités culturelles. Vous êtes notamment membre, peut-être fondateur, d'un mouvement culturel dans votre département de naissance, c'est-à-dire le Mbam-Noubou, c'est écrit sur votre CV. Mbam Art et Développement, vous êtes impliqué dans les activités culturelles. Aujourd'hui, 11 éditions après, vous en faites le bilan, vous en êtes sorti, vous êtes toujours dans Mbam Art? Je ne suis pas très active, mais quand on me sollicite, je suis là, c'est mon département, j'y tiens, la preuve que j'ai créé un certain nombre d'activités de développement dans l'OMBAM. D'abord, j'ai créé ce qu'on a un centre de métier qui avait été inauguré par l'ambassadeur du Japon. C'est la première fois que l'ambassadeur du Japon venait à Bafia. Je l'ai fait venir à Bafia. L'ambassadeur du Japon de l'époque, l'ambassadeur de France de l'époque, m'ont fait l'honneur et le plaisir de venir au lancement et l'inauguration de ce centre que nous avions appelé à Rupes, qui malheureusement, pour une raison ou une autre, n'existe plus. Donc, le développement du MBAM me tient à cœur. Donc, je soutiendrai toute initiative qui va dans le sens de développement de ce département, dans l'émancipation de la femme de ce développement, de ce département. La preuve, c'est qu'entre-temps, j'avais créé le collectif de femmes et filles de l'arrondissement de Bafia. Vous savez, à un moment donné, tout est politisé. Donc, tu viens, quand une élite vient, oui, c'est parce qu'elle vient, mais non. Moi, je viens de tout cœur parce que d'abord, vous avez vu dans mon CV, je suis expert en développement. J'ai choisi, j'ai des diplômes dans la gestion de projets de développement obtenus en Italie. J'ai un diplôme dans l'entrepreneuriat féminin, politique et stratégie de création de plans des entreprises obtenu toujours en Italie, parce que quand je rentre de cette formation, le rôle était de conseiller les États dans la création. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis plus connu dans d'autres pays qui sollicitent mon expertise que dans mon pays. Vous dites que lorsqu'on vous voit vous pointer quelque part, on pense toujours qu'il y a la politique derrière, qu'il y a une récupération politique, qu'il y a des appréhensions politiques, mais pourtant vous êtes par ailleurs personne ressource dans l'OFRDPC, c'est-à-dire l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc vous faites de la politique. Je sais que en 2011, en tant qu'expert, en tant que personne ressource, le bureau m'a sollicité pour l'élaboration de l'argumentaire de la campagne du président de la République. En 2011. En 2011. Donc, quand on a de la matière à donner, que ce soit en politique ou non, ça il faut le dire. Je n'ai pas honte de dire que je suis conseiller municipal. Alors, que je suis conseiller municipal aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que j'ai le souci de développement de mon terroir que je suis conseiller municipal. Je n'obtiendrai n'importe quel poste si l'occasion m'était donnée dans l'optique. Parce que si c'était pour les raisons numéraires, je pense que ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir. Après tout ce bagage que vous avez, le bagage intellectuel, le bagage associatif, le bagage de développement, le bagage culturel, vous vous posez pas la question de savoir et pourquoi pas entrer au gouvernement? Je ne sais pas s'il suffit d'avoir ce bagage pour entrer au gouvernement. Comme le me disait encore hier, entrer au gouvernement dépend de la discrétion du chef de l'État, je suppose. Je ne sais pas comment ça se cocotte. Et mon souci majeur
n'est pas ça, je ne refuserai pas si ça arrivait, mais elle dit ce n'est pas mon souci, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est la promotion de la femme, l'émancipation de la femme. Comme quelqu'un le disait un jour à Bafia, il n'y a pas, dans un département, tu ne peux pas avoir 10 députés, 10 ministres. Alors, moi, quelle que soit la personne qui peut être ministre, qui peut être député, qui peut être maire, si ce n'est pas mon tour, je l'accompagne avec mes compétences, avec les moyens dont je dispose. Donc, je ne peux pas absolument dire, moi, comme je dis, moi, ce n'est pas une profession, je le dis. Peut-être que quelqu'un m'a dit, on ne dit pas ça, mais moi, je le dis, ce n'est pas une profession pour moi. Parce que je pense que j'ai autre chose à faire. En dehors de la politique, j'ai autre chose à faire. Madame Nana, on va sortir par une petite note un peu discrète. Je sais que vous ne parlez pas beaucoup de politique, mais vous faites la politique à votre manière. 80 jeunes enfants, y compris les filles, ont été enlevés dans une école presbytérienne à Bamenda, dans la région de Nord-Ouest. Ils ont été libérés. Vous avez appris l'enlèvement, vous avez appris la libération ce matin par la bouche du ministre de la Communication du Cameroun. Quel est votre sentiment pour cet acte? Nous déplorons la situation. Pour ceux qui sont allés jusque-là, mêler les jeunes enfants, les jeunes écoliers aux revendications, qu'elles soient des politiques, de mêler les jeunes enfants. Comme on dit, les jeunes, c'est les lances de notre nation. Nous déplorons cette situation et nous pouvons lancer un vibrant appel pour leur dire que ça ne recommence plus jamais. Le président de la République a prononcé son discours lors de sa prestation de serment. Vous avez suivi ce discours. Il y a quelque chose qui manquait dans ce discours, il y a quelque chose qui vous a fait énormément plaisir? En ma qualité de leader, de femme leader, il s'agit, je ne veux pas exprimer, j'ai œuvré, ça il faut le dire, j'ai œuvré, j'ai apporté ma petite contribution dans l'édifice pour que le président en arrive là, parce que quand on a battu campagne pour un candidat, ça veut dire que on a apporté sa petite contribution pour qu'il en arrive là. J'ai dit le discours reste le discours. Maintenant, nous attendons la mise en œuvre ou la mise en application de toutes les promesses faites. Merci Madame Nana. Nous terminons cet entretien. Nous rappelons que vous appelez Delphine Nana, née Mekounte. Vous êtes née dans l'Omba-Ménoubou. Vous êtes organisatrice des activités liées à l'encadrement de la femme. Vous êtes promotrice d'un certain nombre de structures. Et vous représentez valablement l'Afrique hors de son continent. Vous représentez le Cameroun un peu partout en Afrique, et vous représentez le monde féminin pour lequel vous avez consacré une bonne partie de votre vie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation.